Comment vas-tu? Ça va et toi, tu tailles? Ça va très, très bien. Épisode 13, c'est On. Tu rentré en Belgique là, c'est à ce que je vois? Ouais, de fait, je suis rentré en Belgique et je suis en quarantaine chez moi. Je respecte les mesures sanitaires et pour le moment, tout va bien. Cool, cool, cool. De quoi tu veux qu'on parle aujourd'hui? Moi, j'ai un petit truc. Je t'avais dit qu'on allait parler de ton fond de le mur de ta caméra là, enfin ton arrière-plan. Est-ce que tu peux juste m'expliquer un truc? Parce que je suis déjà venu dans cette pièce, mais j'avais jamais vu ce petit papier. Je lis Elon Musk Company Formula. Ouh là, Hem, ouais, mais non, mais je veux bien qu'on parle de ça. D'abord, il va falloir que je me retourne pour le regarder parce que je le connais pas par cœur et ensuite, ça va mais c'est partir dans des mais le élucubrations infinies. mais le pourquoi du comment, pourquoi tu as imprimé 2 papiers que tu Ah as OK. collés ensemble, avec des cases et des ronds, pour ceux qui voient pas ce que c'est et que tu puisses, rapidement nous expliquer ce que c'est? Bon, bah, tu vois, Wait, je pense que c'est Wait but Why. Je pense que c'est ça le nom du blog, Ouais. trop bien, qui feature souvent des trucs par rapport enfin des sujets par rapport à Elon Musk. Mmh. Avait fait un article sur, la secret sauce, pour passer je pense que c'était en gros pour passer d'un cook, à un chef. Un Donc en gros d'un chef, ouais. cuisinier à un chef Ouais. et en fait La il différence de quoi qu'est-ce qu'un cook et qu'est-ce qu'un chef, voilà, de perception et cetera et puis il montre vraiment les différentes étapes par lesquelles tu passes, quand tu passes d'un petit cuisinier, à un grand chef et je pense que c'était à la fin de ce blog-là, il s'appelle Tom quelque chose, le type qui fait Wait But Why. Et ben, le blogueur, a fait un dessin de comment Elon Musk, en gros, selon lui, design ses entreprises, ses idées, comment est-ce qu'il arrive c'est un truc qui est vraiment, c'est un peu c'est un peu du a posteriori, on fait semblant d'être intelligent. Donc, si c'est vraiment comme ça qu'Elon Musk, réfléchit, génial, je suis impressionné. Mais ça m'étonnerait. Mais en gros, c'est un petit peu trop, réfléchi, en mode on s'attaque à un sujet qui va sauver le monde. Si ce sujet, sauve le monde, quelle est la première action que tu peux faire pour enfin, tu vois? Donc c'était un petit peu comme ça et à OK. l'époque, il y a très longtemps, à l'époque où j'imprimais encore des où j'avais imprimé, Steve Jobs, Elon Musk, et plein d'autres gens et que je les avais mis, des petits cadres dans ma chambre parce que je voulais en gros, bah, travailler avec eux, et ben, j'avais imprimé ça aussi au passage et finalement c'est resté derrière moi et de temps en temps je le regarde. Mais on mettra en lien le titre, enfin le lien vers l'article parce que c'est L'article, vraiment un ouais. super bon article. Tu l'as déjà lu, hein, je pense? Ouais, j'ai lu je crois que j'ai lu tous les trucs de Wait But Why, mais genre ça fait, c'est sur les 5 dernières années donc des fois, il en avait fait un où il avait fait une interview de plusieurs heures et plusieurs jours même, je pense, avec Elon Musk sur, sa conquête spatiale et c'était Elon Musk qui l'avait contacté, qui lui avait dit, «Est-ce qu'on peut passer un moment ensemble? J'ai envie de parler et que tu écrives un truc sur la vision que j'ai du monde» et c'était super long. C'était en plusieurs parties, je pense. C'était super long et c'était super intéressant. Ouais, Hem, c'est vraiment la caractéristique de ce blogueur-là, il fait des blog posts qui sont, à rallonge, mais c'est génial, c'est super bien ouais, expliqué, ça c'est se expliqué lit comme à un super enfant. facile. C'est Ouais. ça, ça se lit super facilement. Il y a des dessins. Ça se lit, comme tu dis, c'est une petite histoire. Un enfant pourrait comprendre, les principes et Mmh. il en fait pas souvent. Je crois qu'il en fait 2-3 l'année, uniquement parce qu'en fait, ça lui prend tellement de temps et c'est tellement creusé que ça prend du temps, quoi. OK, OK, OK. Est-ce que tu as un sujet là que tu as envie de me faire découvrir aujourd'hui ou est-ce que tu veux parler d'autre chose peut-être, Clubhouse ou autre? On a fait un dernier Clubhouse lundi, hem et moi, de temps en temps, je vais sur Clubhouse, je me balade un peu, je rentre dans des rooms et du coup, j'avais des idées de type de Clubhouse, un peu niché que les gens pourraient faire, type on a parlé d'ASMR pendant le dernier podcast. Je me dis: «Tiens, quelqu'un qui est spécialisé dans l'ASMR pourrait créer des rooms ASMR». Hem et je sais pas, il y a plein de choses à faire avec Clubhouse. C'est un vrai réseau social à dompter, mais il y a des choses intéressantes à faire. Tu as un truc à dire? C'est très difficile Clubhouse, comme exercice, c'est un exercice que je trouve très difficile pour moi en tout cas. Il y a des gens qui sont nés pour faire ça et il y en a d'autres qui doivent ramer. Moi, je fais partie des gens qui doivent ramer. Typiquement, ça m'est arrivé plusieurs fois aussi de me balader sur Clubhouse, et d'être invité à parler sur stage, et de refuser à tous les coups. Tellement j'ai peur de ce que je vais dire, est-ce que j'ai vraiment quelque chose d'intéressant à dire et cetera et à chaque fois je me restreins
Et heu et donc moi, la prochaine étape, peut-être que cette semaine ou la semaine d'après, je vais essayer, de me lancer le défi de une fois par jour, aller sur une room et dire un truc, tu vois? Même juste poser une question. Et je trouve que ce serait un exercice plutôt, intéressant. Et ouais, sinon notre dernière room, du coup, elle s'est plutôt bien passée. On est resté 1h30. Ouais. Et voilà, je pense que toi, tu vas en faire de temps en temps de façon, du coup, spontanée. Ouais, je pense au lieu de programmer une heure précise, Mmh. je vais dégainer mon tel, je vais ouvrir une room, les gens qui sont là. J'invite une personne on stage, on discute, tranquille quoi. J'avais envie de faire des sessions en mode coaching un peu ou en mode, tu me pitches avant un peu ce que tu fais, où tu es et je t'invite on stage et genre on se fait une session, de 20 minutes one on one où, je t'aide sur, les sujets sur lesquels je peux t'aider. Je pense que ça peut plaire à certaines personnes. J'aimerais faire ça. Après il faut ouais, je vais essayer d'orchestrer tout ça pour la semaine pro. Voilà, voilà. Est-ce Vas-y, que je tu te as laisse je te laisse commencer. En général, tu ouais. introduis mieux. Ouais. Non, mais là, j'ai découvert une boîte qu'un ami m'a fait découvrir qui s'appelle Feed Sauce, feedsauce.com. Et en fait, elle se met dans la catégorie des productized services. Et que fait Feed Sauce? Alors je vais te parler de ce qu'elle fait, puis de son CA et puis je suis un peu déçu du CA, tu vas voir pourquoi, mais en gros, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des photo-shooting on demand pour des produits e-commerce. Donc, quand tu lances un e-commerce, une partie très importante, c'est d'avoir des produits qui sont mis en situation, qui sont bien présentés et qui sont sexy à l'œil. Et donc, une façon de faire ça, c'est de faire un photo shooting. Alors aujourd'hui, tu as plein d'applications. Bah, déjà, un iPhone, ça fait largement le taf pour faire un photo shooting. Si tu es un peu créatif, si tu as un peu de matos chez toi et si tu bidouilles un peu Photoshop, il y a moyen de faire des belles choses. Mais si tu n'es pas bon dans tout ça ou si tu veux une qualité triple A, ben en fait, Mmh. tu fais appel à FitSauce, tu leur envoies ton produit. Enfin, eux, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont curate des photographes spécialisés en e-commerce. Tu envoies ton produit à un des photographes. Sous 48 heures, il le réceptionne, il fait une mise en scène, il fait des photos pro et il t'envoie les photos. Donc, c'est vraiment de la photo e-commerce on demand. Euh, je trouve ça génial. On a une boîte en France qui fait ça, qui s'appelle Miro, qui est une boîte qui est beaucoup plus grande que FeedSauce. Miro, j'ai pas envie de dire de bêtises. C'est pas encore, elle n'est pas valorisée à 1 milliard. Je pense pas. J'ai pas envie de dire des conneries. Mais c'est une très très grosse boîte et en fait elle fait ça, c'est qu'elle, alors elle fait ça en plus plus, c'est-à-dire que elle donne accès à des photographes, elle donne à des photographes l'accès à certains outils qui leur permettent d'empower leur travail de photographe. Et de l'autre côté, elle va chasser des business qui ont besoin de photos professionnelles, photos de bouffe telles que Deliveroo, photos e-commerce, photos portrait pour une entreprise, photos événementielles, photos immobilières pour des agences immobilières. Elle leur dit, bah, nous, de l'autre côté de la marketplace, on a curate les best photographes qui peuvent faire ça pour vous et eux prennent un cut. C'est plutôt cher, Miro, il me semble. Et c'est assez horizontal, alors que FitSauce, c'est que e-commerce, pas super cher. Alors, j'ai essayé d'aller sur la page de pricing, je pouvais pas y accéder. Ouais, pareil. Ceci dit, ils ont un bug là. Ceci dit, j'ai fait un petit ratio. Donc, publiquement, en 2020, ils ont fait 70K CA de dollars. Cheap, enfin, je sais pas, c'est rien, 70K. Donc, je Mais suis pour combien déjà. de pour combien de shootings? Enfin, il est pas mis, je suppose, Euh, mais s'ils ont fait, hmm, 100 shootings, ça va, tu vois? Ouais. Non, il me Enfin, semble qu'ils même ont ça va très bien. fait, je saurais plus te dire, je pense qu'ils ont fait, Comment tu as eu cette info? alors ils ont fait une interview, attends, je vais te trouver l'info. Ils ont fait une interview avec Latka, Ah oui, Nathan heu, Latka. Tu peux le présenter Nata vite fait? Parce qu'il est intéressant. ouais, il est super intéressant ce mec. Alors Nathan peut-être même qu'on va débouler sur lui, mais Latka, en gros, c'est un type aux US qui est ultra fan de SaaS. Il est sur les réseaux sociaux, genre les gens l'ont un peu spoté il y a peut-être 6 7 ans d'ici. Il était un peu underground, il avait un petit groupe Facebook et il avait lancé un site où il, il faisait des interviews de SaaS owners
sous forme de podcast et aussi interview écrite. Et le podcast, c'était des toutes petites capsules, c'était genre 20-30 minutes, où il avait un SaaS owner devant lui et il a une Nathan Latka, il y a beaucoup de personnes qui ne l'aiment pas à cause de ça justement, je pense, à cause de sa personnalité, sa façon de poser des questions. Mais en gros, le gars, il y a pas de filtre. Il vient, il dit: «Salut, tu fais combien de CA? Tu fais combien de marge? Tu as viré combien de personnes? C'est quoi tes plus grosses galères? Bah, non, non, mais là, c'est pas assez concret, je veux des chiffres, je veux des trucs». Genre, il va vraiment, il veut un report de A à Z de ta boîte, de comment tu es en train de faire tourner ta boîte et des points faibles et des points forts. Mais il va très en profondeur. Il te dit: OK, c'est quoi ta LTV? C'est quoi ton churn rate là? OK, mais en fait, là, ça a l'air bizarre. Tu l'as calculé comment ton churn rate? Et des fois, il reprend le fondateur en podcast et il dit: non, mais en gros, là, tu me racontes de la merde. C'est pas possible. Tu mythos là. Et donc, il va en profondeur et il est brutal à ce point-là. Donc, il y a des gens qui ne l'aiment pas pour ça. Vraiment, j'ai eu des gens, des fois, qui m'ont dit: Nathan, notre cas, je trouve ça un gros connard. Je n'aime pas ce qu'il dit. Euh, mais en attendant, du coup, tu as de la transparence sur certains business qui est assez folle. Et donc, il avait fait un blog, un podcast, un groupe privé de SaaS owner. Tu pouvais rejoindre le groupe que si tu avais fait autant de MRR en tant que SaaS owner. Et son but à lui, c'était de devenir la référence dans le monde des SaaS. Et alors, il a fait une émission, une mini-émission. Je crois que ça a capoté, mais j'adorais. Il y avait je pense que toi, tu n'aimais pas, c'est ça? Je ne sais pas si c'est toi qui n'aimais pas. Mais Tu me j'avais envoyé ça l'envoyais, à des gens. j'aimais bien regarder de temps en temps, Mais il y c'était avait des gens marrant. qui me disaient: «Ouais, c'est nul, c'est mal fait et tout». Je trouvais ça trop cool. En gros, c'est vraiment en mode scénario, télévisé, où il débarque chez, un boulanger, ou, un mec qui, je sais pas moi, un mec qui fait des serrures, Des ou n'importe quoi. matelas, tout Ouais, ça, voilà, une des ferme matelas, aussi. voilà, une ferme, tout business très tradi plutôt. Il arrive et il dit: «Bon, bah, je suis prêt à j'ai 10 000 dans la poche, je suis prêt à investir. Montre-moi pourquoi je devrais investir dans ta boîte». Et du coup, il fait un épisode entier où la personne lui explique. Donc, elle break down son bilan de l'année passée, elle explique tous les problèmes, elle lui explique ses canaux marketing. Nathan Latka lui dit: non, mais en gros, là, tu fais ça, 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 ça mal. Pourquoi tu fais pas ça, 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 ça? Tiens, si tu faisais ça, 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 quelle serait ta projection? Et à la fin de l'épisode, il dit: OK, c'est bon, je mets 10K dans ta boîte ou je mets pas 10K dans ta boîte. C'est très américanisé, c'est très showman. Mais encore une fois, il n'est pas en surface. Il va vraiment en profondeur dans les chiffres, dans les papiers, dans les bilans, dans les projections. Il y va, quoi. Enfin, Ce il va. ce qui est bien aussi, c'est que c'est Shark Tank, mais inversé, où en gros, c'est lui qui se rend sur le lieu du C'est business. ça. C'est Je me rappelle ça. un épisode où il va dans l'usine qui fabrique des matelas et il demande: «Ouais, mais comment ça se fait qu'il y a tel et tel concurrent qui se sont lancés?» D'ailleurs, Ouais. on en parlera aussi, je suppose, du business des matelas dans le podcast, parce que c'est un vrai business, qui a bien cartonné ces dernières années. Il dit: «Oui, mais pourquoi cette marque-là, elle a pas le même fournisseur que toi? Elle fait quoi comme matière différente dans le matelas?» et cetera. Donc ouais, tu as raison, c'est assez poussé. Et des fois, il fait des propositions qui sont complètement what the fuck, exactement comme sur Shark Tank, toi. Genre, il dit, je sais pas, c'est genre le type, il te propose 10K pour 20% de ton business, tu vois, il bronche, il sourcille pas quand il regarde le gars. Plus Ouais, revenu. Tu te ouais, souviens, il y en a un, genre, il lui a dit: je te donne de la genre, il lui donnait 10K et il prenait une grosse portion du business plus en revenu annuel. Si la owner arrivait à se rémunérer dans la première année, parce qu'en gros, elle galérait à se rémunérer, il dit: OK, dès que tu arrives à rémunérer, je te prends X% de ton business, plus X% du revenu annuel. Et ouais, comme tu dis, hyper un shark. salesy, Ouais. il cligne pas des yeux, il te regarde dans les yeux, il te le dit, c'est oui ou c'est non, et si c'est non, il se barre, quoi. Genre vraiment, shark, comme tu dis. Et moi, j'adore ça, c'est parce que j'adore ce côté direct où tu fais le truc directement et c'est ça, ça fait partie du show. Donc Et voilà, là, donc son en gros, business à lui, c'est de prêter de l'argent aux SaaS, hein, justement. maintenant, c'est ça, il a lancé un business où il te prête de la thune based sur et c'est basé sur les chiffres de ton business. En fait, il est devenu tellement expert dans le domaine des SaaS que maintenant, en fait, les SaaS, en fait, c'est les software as a service, c'est un des modèles les plus prévisibles dans le monde de la tech. C'est un des modèles d'entreprise où tu peux le plus facilement possible euh, faire une projection en fonction des différents paramètres que tu as au bout de quelques mois d'existence du SaaS. Mmh. C'est assez standard. Les catégories de SaaS, les tailles de marché,
la puissance de frappe de tes sales que tu dois avoir, les ratios. Il y a Jean de la Roche-Brochard qui a fait une super vidéo sur YouTube de 2 minutes euh, où il prend une formule et il t'explique chaque paramètre de la formule. Et en gros, en fonction des paramètres de ton SaaS, tu rentres des chiffres dans la formule et à la fin, ça te donne la La valeur. valorisation qu'un investisseur va prendre en compte quand il va investir chez toi. Et en fait, c'est ça, c'est prévisible, c'est mathématique, il y a peu d'inconnus dans un SaaS. Et, euh, et en fait, il est devenu tellement expert là-dedans qu'il s'est dit, ben maintenant, en fonction de ces paramètres-là, je vais décider si je mets de la thune ou pas dans ta boîte. En tant que, je pense que c'est des prêts qu'il fait, c'est du crédit, in fine, je ne sais Mais pas c'est comme la boîte que exactement tu as c'est quoi. présentée l'autre jour, mais à mon avis, c'est Pipe. un peu plus centralisé, quoi. Ouais, c'est ça, Genre, je c'est lui pense, qui ouais, met derrière, et cetera. Mais oui, mais c'est exactement. intéressant, ce type a un profil intéressant. Je l'entends beaucoup moins qu'avant. La boîte dont tu parles, là, s'appelle founderpass.com, Ouais, mais il continue autant à produire du contenu. En fait, ce qui était là où il était très fort aussi, c'est qu'il produisait production énormément de de contenu. contenu. Il y a, Ouais. c'est super drôle parce que encore une fois, on en parle souvent avec François et des fois on en parlait encore aujourd'hui, je pense. Et ça nous fait un peu, enfin, on se dit, enfin, je vais expliquer mon propos. Il y a vraiment il y a des informations et des pratiques, des choses qui sont avant-gardistes de l'autre côté de l'Atlantique. Et pas avant-gardiste, c'est pas le bon mot, mais il y a des choses qui se font de l'autre côté de l'Atlantique et si, tu es un minimum curieux, un minimum si tu comprends un minimum l'anglais, tu peux très vite spotter des trucs intéressants aux US et moi, je le vois parce que je suis en France, je consomme aussi du contenu francophone, je me fais targeter par plein de structures qui aident des entrepreneurs et machin et je vois très vite quand il y a une tendance aux US, 6 mois après, elle est en France et par exemple, lui, il avait lancé une tendance il y a 4-5 ans, je pense, sur 4-5 ans, j'abuse. C'était fin 2018. Et c'était racheter des extensions Chrome. En gros, il avait fait un truc. Donc, comme certains ici peut-être le savent, tu peux créer une extension Chrome. Cette extension Chrome peut être gratuite ou payante sous forme d'abonnement. La technologie de développement d'extension Chrome, c'est pas super dur. Et des fois, il y a des vrais widgets sur Chrome, sur le store de Chrome, qui sont vraiment utiles. Un grand exemple, c'est comment ça s'appelle la boîte de l'ancien mec de Superhuman. Enfin, du mec de Superhuman, Ah il avait ouais, une boîte avant qu'il a revendue. c'est Euh, pas Duck quelque chose? non, 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 non. Non, j'ai oublié le nom. Soit. En gros, c'est un tool qui te permet de scraper LinkedIn, hein, c'est ça? Ou de retirer des numéros de téléphone ou de Non, c'était mettre pas ça. des C'était pas genre en mode de faire un follow-up sur ta boîte Gmail. C'était pas un truc comme ça, je crois. Soit. En gros, vous voyez le truc, c'est un widget que tu plugs et ça te donne un mini super pouvoir sur Chrome. Soit. Euh, et en gros, lui, donc Nathan Latka, il avait racheté un widget Chrome d'un mec, un mec perdu qui avait un widget Chrome avec une grosse base de données, mais qui ne l'avait pas monétisé. Donc lui a racheté ça pour peanuts, je crois que c'était genre pour 1000 balles. Et derrière, il avait juste mis un paywall et il avait généré je ne sais pas combien de milliers de MRR. Et c'était une de ses mini success stories. Et du coup, il s'est dit, il y a une grosse opportunité sur les extensions Chrome. Le truc, c'est de scouter. En gros, et du coup, il avait créé un guide, un book d'une vingtaine de pages où il t'explique, OK, tu vas sur Chrome, tu regardes les catégories les plus utilisées, tu te tapes les 200 tools les plus utilisés, enfin, où il y a le plus d'utilisateurs, mais où le développeur de l'app a pas fait de mise à jour depuis plus de 6 mois. S'il n'a pas fait de mise à jour depuis plus de 6 mois, ça veut dire qu'il bosse plus dessus. Et ce que tu fais, c'est que tu le contactes et tu lui fais une offre de rachat. Et une fois que tu as racheté, tu mets un paywall devant et tu dis aux utilisateurs qui l'utilisent tous les jours, tu leur dis en fait, l'application vient d'être vendue. Au lieu qu'elle soit gratuite, vu qu'on va améliorer un peu la qualité du produit, je vous la mets à 5 euros par mois. Et dedans, il y a peut-être 20% des gens qui vont dire oui. Et ces 20%, en fait, vont dégager autant de MRR et donc ça va rembourser ton achat. Et donc, il avait fait ça. Il avait créé tout un guide pour apprendre à faire ça. 6 mois après, je vois quoi? Je vois un des plus grands formateurs en France qui sort une formation, comment racheter des extensions Chrome inédits, business incroyable.
Et il avait fait un webinaire où en gros, il avait pris la première page de Nathan Latka, il l'avait traduit en français, il avait fait genre comme si c'était lui qui l'avait écrit et il te pitchait, vraiment la première page du guide de Nathan Latka, tu vois? Et derrière, il te vendait la formation à 2 000 balles et si tu achetais la formation à 2 000 balles, il t'expliquait comment, acquérir des extensions Chrome et devenir riche grâce à ça, tu vois? Et c'était en mode ne sois pas un créateur, mais sois un racheteur, riche, enfin, Ouais, c'était super bien fait et c'est trop drôle. C'est trop drôle ce genre de truc parce que c'est typiquement, je sais pas comment dire ça, mais c'est très franco-français de faire ça, quoi. Voilà, on est ne me habitué lance à pas sur le sujet des gens qui on font est habitué à juste ça, quoi. C'est vraiment habitué à ça. mais en parlant des Et extensions Chrome, ce qui est moi j'en ai une trentaine d'extensions Chrome. D'ailleurs, c'est un vrai problème chez moi, je sais pas m'empêcher d'en rajouter. moi, ça lag de ouf, ça me fait laguer Ouais, de ouf sur Chrome, les extensions, ouais. mais j'ai croisé justement hier, je voulais en parler dans un podcast, plus tard, mais c'est pas grave, on va en parler maintenant. Heu, je suis sûr que tu le sais, Zerator, il a une extension Chrome qui a été développée par un développeur, inconnu au bataillon, qui est même pas brandé par Zerator, qui est juste brandé sous le nom du développeur, qui a OK. plus de 20 000 utilisateurs et en gros, à chaque fois que Zerator vient en ligne, sur Twitch, sur Ça YouTube, envoie peu une importe, notif. Ouais, ouais, ça ouais. envoie une notif. Et il y a des dizaines de milliers d'utilisateurs sur cette extension Chrome et je trouve ça génial. Et du coup, lui, il la brande aussi sur son site web, alors que c'est même pas lui qui l'a faite. Je sais pas s'il a payé un type pour la faire pour lui, mais en tout Ouais, je cas, il y a un type pense. qui l'a fait. Et j'ai vu sur son Twitter, le type, il a 100 followers, c'est un inconnu au bataillon, tu vois. Ouais. Et du coup, il demande, ouais, les gars, si vous voulez me donner des feedbacks, etc., moi, je suis preneur, tu vois. Et je me suis dit, ah putain, là, il y a moyen de faire juste un bête petit productize service où en gros tu dupliques à chaque fois le même code, juste tu changes les liens RSS, je sais pas comment ça fonctionne, pour que dès que ce soit un tel ou un tel qui se lance, enfin qui met un live en route, eh ben, directement tu as une notification sur ton desktop. C'est vrai, tu Et pourrais faire je trouve ça un ouais, génial. c'est notify your, audience, on demand et genre, Et pour tous les faire, streamers, c'est génial, hein, parce que pour les ouais. gens, pour les influenceurs sur Insta, Ouais, etc., on parce que s'en fout. Zerator, c'est un streamer pour ceux qui Ouais. savent pas. Ouais. D'ailleurs, j'aimerais trop l'avoir dans le podcast. J'ai vu qu'il faisait des interviews maintenant, un peu plus axé business. Je sais pas si tu en as vu une récemment. Non, mais vas-y, invite, hein. Donc voilà. Moi, c'est ouais, si tu veux. Et donc voilà, j'ai vu ça, je me suis dit: «Waouh, trop marrant». Puis je me dis: «Est-ce qu'il y a moyen d'en faire un business?» Et à mon avis, ouais, il y a moyen d'en faire un business, mais tu vois, tu vends ça au créateur et puis derrière, si le créateur veut pas payer ou si tu veux proposer ça en plus comme service, je suis sûr qu'il y a moyen de bâtir d'autres features là-dessus, tu vois? Mmh, mmh, Et mmh, mmh, puis, mmh. ouais, il y a moyen de faire un truc pas mal là. Ouais. Du coup, tout ça pour revenir à Nathan Latka et revenir à, cette boîte qu'il a interviewée, en fait, sur son blog et donc c'est là que j'ai découvert elle avait fait 70 K l'année passée. Ah Et, oui, c'est vrai, on parlait de ça. et on parlait de ça à la base. Écoute, moi je trouve ça pas ouf, 70 K. Ceci dit, c'est un début, c'est très bien. Enfin, pour une première année, ma foi, on va pas s'en plaindre, mais je m'attendais à plus que ça. C'est très intéressant parce que, enfin, très intéressant, je sais pas, mais j'ai découvert une autre boîte il y a quelques semaines dont j'ai oublié le nom et je ne l'ai pas retrouvé. Je l'ai cherché juste avant ce podcast-là. Impossible de la retrouver. Et en gros, c'est une boîte qui te permet d'avoir des reviews clients. En Ah oui, je l'ai gros, vu passer aussi. tu l'as J'ai vu trop envie passer? de Ouais. l'utiliser. Ouais, Je l'ai en vu passer gros, aussi. moi, Jedi, je lance demain une nouvelle gamme de café. Je fais appel à cette boîte. Je leur dis, je veux que les gens qui reviewent mon produit soient des hommes de 30 ans. Je veux que ça soit fait en anglais. Et il me dit, j'en veux 10. Et du coup, ils me matchent avec 10 personnes. Je leur envoie aux 10 le café. Je leur explique en gros ce que je fais. Je leur demande de me faire une review et de 1 minute par exemple, et eux me font une review ils se filment, ils font une review d'1 minute. Moi, je paye 30 € la plateforme et la plateforme paye 20 balles le testeur derrière et moi, je récupère les vidéos. Tellement, Euh, tellement utile quand tu as un e-commerce. Je Super pense que ça outil, augmente c'est la ça. conversion de 5 à 10% Ben, facilement. incroyable, de ouf, de ouf, de ouf. Et, donc, ouais, donc j'avais vu cette boîte-là. Et donc là, on a commencé à avoir quelques productize services pour e-commerce. On a ça, donc on a les vidéos de review, on a les photos. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Toute dernière, productize service que j'ai découvert récemment, je m'y connais pas très bien en, Amazon FBA. On en a parlé d'ailleurs dans le dernier Clubhouse.
Mais en gros, Amazon FBA, c'est quoi? C'est je crée un produit e-commerce, je l'envoie à Amazon, Amazon l'expédie à ma place et le liste sur la marketplace d'Amazon. Hem, il y a des commerces comme, une personne nous l'a dit sur Clubhouse, il y a des business qui ont plein de marques sur Amazon. Donc c'est des business qui ont un catalogue de 10, 20, 30, 50 produits sur Amazon et en fait, il y a des business qui chaque semaine, tous les jours, font rentrer des nouveaux produits sur Amazon. Et en fait, c'est assez, chronophage de monitorer sur Amazon, les commandes, les restes de stock, faire du support sur Amazon et build les fiches produits parce qu'il faut que les fiches produits soient bien build et il y a même des templates de comment bien faire une fiche produit sur Amazon. Et du coup, j'ai découvert des services, productized service à abonnement, mensuel qui s'occupent de tout ça pour toi. En gros, il récupère toutes tes commandes, il t'envoie en temps réel: «OK, tu as eu autant de commandes aujourd'hui, tu as autant de stock restant chez Amazon. Alerte, il faudrait que tu envoies, autant d'autres produits chez Amazon parce que tu vas être en rupture de stock». Alerte, tu as un concurrent qui se lance sur le même produit que toi, 10 € moins cher. Enfin, toutes les informations et en plus de ça, il build tes pages produits. Et j'ai vu des services comme ça qui avoisinent les 500 €, 500 $, 1 000 $ par mois. C'est vendu du coup à des propriétaires de stores sur Amazon et j'ai vu que sur Fiverr, tu pouvais outsourcer cette main-d'œuvre-là pour peanuts quoi, pour moins de 100 $ par mois. Du coup, je vois très bien les productized services qui ont outsourcé sur des plateformes telles que Fiverr ou autres, font la sélection des meilleurs freelance et build un business autour de ça. Hem, Ça, je me réjouis qu'on ait Robin sur le sujet des ouais, producteurs services, parce que comment tu fais parce que je pense que du coup, le vrai sujet quand tu lances un producteur service, c'est pas forcément de savoir délivrer un service ou de trouver quelqu'un pour le faire coup ci, coup ça. C'est vraiment de trouver des gens qui sont capables de le faire de façon, quasiment, systématiquement bonne pour que, tu puisses promettre une valeur à chaque fois qui soit plus ou moins la même. Or, c'est des services, donc la valeur, elle varie un peu comme ça quand même, tu vois? c'est ça, ouais, Contrairement à un produit qui sort d'une usine et qui ressemble, au produit d'avant et au produit d'après. ouais, Et ça, c'est un truc que je me demande comment est-ce que lui je pense que lui, il avait écrit un article ou 2 là-dessus, je pense. Il avait passé pas mal de temps à former les gens en interne, ouais, et ça, c'est un vrai sujet, quoi. ouais. Et Créer un playbook, faut les former, faut ouais, faire un playbook et dès qu'il y en a un nouveau qui rentre, tu dis: «Bah, tu suis ce playbook, quoi. Tu as le playbook, tu fais ça». Il y a pas de tu fais pas autre chose, tu fais juste ça et si tu le fais, le service il sera bien fait et hem et ouais, après c'est pour trouver le producteur service où il y a le plus de marge. Ça, c'est aussi tout un sujet, quoi. Heu, et travailler avec Amazon d'une manière générale, c'est une vraie pain in the ass. Quand j'étais dans mon ancienne boîte, je sais bien que c'est ça on a failli lancer une verticale là-dessus, à l'époque, parce que en fait, quand tu stockes chez Amazon, ne se vend pas, ça te coûte une blinde. En fait, c'est le vrai sujet pour quand tu fais du FBA, c'est vraiment de livrer tes produits au dernier moment à Amazon pour qu'ils les expédient directement. Et qu'en gros, l'espèce de tampon, stockage tampon qui se passe dans l'entrepôt d'Amazon, il soit le plus raccourci en termes de temps, parce que le prix au mètre cube est énorme, énorme. Genre, OK. c'est à mon avis, je pense que ça va être 10 fois plus que le prix au mètre cube, chez un logisticien classique. Mais il y a des gens chez Spacefield qui seront beaucoup mieux, calés que moi pour en parler. Mmh. Mais c'était un vrai sujet et j'étais allé visiter tu déjà allé visiter un entrepôt Amazon? Non, jamais, quoi, c'est open door? Des fois, ils font du open door, ouais, et OK, c'est abusé gros, c'est super marrant. Enfin, c'est super marrant et non. Mais là, j'ai pas envie de me on va peut-être pas se lancer là-dedans, tu vois? Mais en gros, tu fais tout le tour de l'entrepôt, tu rentres, d'abord tu peux pas prendre de photos, rien du tout. Donc je pense même que tu devais laisser ton téléphone dans une petite caisse. OK. Et tu te balades dans l'entrepôt, tac, 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 tac. Il y a quelqu'un qui te fait la visite vraiment en montrant: «Regardez comme, tchic tchac». Mais tu vois des mecs et des femmes robots qui sont là, tac, 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 ils viennent dans les rayons et cetera, mais ça va à une vitesse folle. Et puis, tu passes en fonction de donc, tu as toutes les grandes rangées où viennent chercher les produits qui sont bien organisés et cetera. Puis ensuite, les produits arrivent sur un rail et ils sont emballés, tu vois, dans le fameux carton Amazon. Et là, je suis arrivé, j'ai vu une dame de, allez, 55 ans,
en surpoids qui emballaient les cadeaux, les tu vois? Je parle vraiment comme un consommateur, qui emballaient les produits Amazon, et je me suis dit: «Putain». Et là, j'ai eu un gros moment de down, je suis resté derrière les autres pendant 5-10 minutes à bader parce que je me suis dit: «Mais mec, cette dame-là, elle avait l'air au bout de sa vie», et je la voyais vraiment faire un travail Mmh comme mh. ça, tac, tac, Ouais. et j'étais là: Je sais pas si «Putain». je sais pas si tu as vu, il y a un compte TikTok en France qui cartonne là-dessus. C'est, un ouvrier Amazon qui je sais pas si c'est autorisé ou pas, mais il filme tout ce qu'il fait. Et il monte sa Je faut tête? je sais pas si mon je non, je pense pas qu'il monte sa tête. Faudrait que je te OK, le OK. montre. C'est vraiment en fait, c'est une meuf c'est une meuf qui bosse chez Amazon. Elle est en st dans elle est là et elle te montre tout, quoi. Elle te montre tout ce qu'elle fait et alors l'autre jour, c'est trop drôle parce elle venait de recruter quelqu'un ou alors elle était avec une collègue ou je sais pas quoi. C'est une nouvelle et elle galérait et genre elle montre, le colis, le produit arrive, 3 produits, elle doit les emballer pour le même expéditeur, enfin pour le même, la même personne. Elle prend un paquet, donc un carton, elle met les produits dedans, ça se ferme pas. Donc elle remballe le carton, elle prend un autre carton, ça se ferme pas et du coup elle perd 3 minutes dans sa chaîne à trouver le bon carton de la bonne taille parce qu'en fait il y avait un produit qui était plus long que l'autre. Donc au final elle se retrouve avec un carton géant pour 3 objets tout rikiki, c'est juste qu'il y en avait un qui était, tu vois, qui pouvait pas rentrer dans les autres et elle avait perdu 3 minutes. Et en gros, il fallait qu'elle se dépêche pour récupérer les 3 minutes. Et tu vois qu'elle était en PLS parce que fallait être à la machine. Et le compte, tous les jours, il publie bah, tu vois, des mains qui sont chez Amazon et qui font des trucs quoi, chez Amazon. Et c'est captivant. J'ai regardé plein de vidéos. En mode, je me suis dit, merde. Tu vois, On pourra en parler aussi, hein. je sens ton ressenti où tu te dis, ouais, ok, je vois. Mais C'est, que tu vois, quand tu la voyais, enfin, après, c'est typiquement, à mon avis, le petit parigot qui sort un peu de sa ville et qui se retrouve dans la réalité du monde qui l'entoure. Mais j'avais l'impression, mais c'est peut-être une émotion que je lui prêtais, tu vois. J'avais l'impression qu'elle était malheureuse et qu'elle était triste, et comme un petit peu, comme si elle avait rendu les armes, tu vois, genre, OK, c'est bon, j'emballe, tac, 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 et je sais ouais. pas, et j'ai vraiment badé, c'était un moment horrible. Ouais, j'ai pas de ouais, c'est, ouais, Et j'ai déjà je travaillé dans d'autres endroits, manuels, tu vois? Mais les gens étaient pas comme ça, genre dans des cuisines et cetera, mais comme toi, on a travaillé, dans des restaurants quand on était jeunes. C'est un truc qui est manuel, qui est fatigant, mais il y a de qui te met en l'interaction PLS aussi. humaine, Ouais. il y a, il y a la restauration, je trouve que c'est un enfin, moi je l'ai fait en tant qu'étudiant plusieurs années et j'en ai été dégoûté, mais je trouve que c'est très, quand tu quand tu es dans une équipe cool, dans un endroit cool, honnêtement, tu vis des expériences quoi, des fois. Tu vois? Tu sais genre, il y a des trucs inhabituels qui peuvent se passer. Tu vois? Et du coup, ça met même si tu dis: «Putain, aujourd'hui, je vais faire le bar, de l'hôtel ou je vais» voilà. Mais des fois, bah, tu as je sais pas, tu as une petite star qui débarque, tu as, tu un truc drôle avec un client. En plus, si tu as un peu de bagou, ça peut tu vois, tu fais des blagues avec des collègues. Enfin, il y a un truc, tu vois? Et je sais qu'il y a des jobs où il y a pas de truc parce qu'en fait, tu es à la place d'un robot. En fait, si tu fais littéralement le travail qu'un robot devrait faire. Donc en fait, il y a rien d'autre que, faire ton action de Ouais, je suis pénible. Il y d'accord. avait des super docu là-dessus, je crois que, Envoyé spécial ou je sais pas quoi avait fait un docu sur les entrepôts d'Amazon, un truc J'ai comme la ça, bonne c'était transition là, c'est parfait. On vas-y parle de transite parce que robots. là, ça fait longtemps là qu'on parle, sur ça, vas-y transite. Donc tu parlais de robots, bah, moi je vais te parler d'un robot qu'on a tous les 2 kiffé. Alors du coup, je pense que tu l'as peut-être oublié là, il est peut-être sorti de ton radar, mais pour les Attends, c'est auditeurs pas qui le le robot connaîtraient, qui livre à non, San Francisco là? Ah OK, OK, non, non, pardon. ça s'appelle CaféX. Tu connais? Oui, qui fait du Alors café, à San Francisco, exactement, ouais, entre à autres. San Ouais. Francisco. Donc en gros, l'idée, c'est qu'il y a un jeune mec qui a levé plusieurs millions de dollars pour, créer un robot qui fait le barista et qui, te sert ton café à ta place. Et toute l'expérience de A à Z est digitale, c'est-à-dire que tu arrives, tu commandes sur ton téléphone, il y a une app, et le gars te fait un café, mais enfin le robot pour le coup Le te fait robot. un café, tip top. Et son business à lui, c'est d'avoir créé quelques modèles expérimentaux qu'il a exposés dans deux trois endroits à San Francisco. Mais son vrai business derrière tout ça, en fait, c'est de créer ces robots-là et de les vendre à des gens qui, aujourd'hui, dans les aéroports, dans les grandes gares et cetera, Des espèces ont de des franchise quoi.
oui, voilà, c'est la franchise, mais la franchise d'un robot et ça fonctionne super bien, je pense. Ils ouvrent enfin super bien, ils en ouvrent, je pense qu'ils en ont 4, 5, 6, ouverts maintenant, dans le monde, un robot, j'ai regardé tout à l'heure, parce qu'il y a un calculateur sur le site web qui s'appelle cafexapp.com, hem, qui permet en fait de savoir: «OK, d'accord, si je suis un owner d'un café, combien ça me coûterait moi de mettre ce robot-là à la place d'un type qui sert des cafés toute la journée?» Et ils font tout l'expense, ils détaillent vraiment tous les comptes, tous les bilans et cetera et je vois en dessous tout en dessous, il est mis que, la machine coûte plus ou moins 220 000 €. Mais ce qui est bien du coup, c'est que tu dois venir, refill la machine avec ton café seulement toutes les 400 tasses, enfin toutes les 400 cups, mais le reste du temps, tu peux être parti et donc c'est un truc qui fonctionne énormément bien, enfin qui a en tout cas qui est Mmh. sur heu, une vérité de fond qui, je pense, Mmh. va de plus en plus se déclarer avec le temps. Ouais, Et je pense que toi, tu connais d'autres gens qui font des robots. ouais, ouais, Après ouais, la le ouais. marché est pas encore super mature, je suis d'accord. Parce que je te vois là en train de Non, 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 je suis sur le calculateur là. Non, mais en fait, donc oui, je connais une boîte qui s'appelle Kala qui fait des pâtes. mmh C'est un robot qui fait des pâtes en France. Qui Je en fait connais une autre. vraiment ou ils sont juste à du bidouillage là? Ah non, 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 ils sont opérationnels. Tu peux commander sur le Deliveroo ou Uber Eats et Ah ouais? ah oui, oui, non, mais c'est Kala, c'est bon, enfin, c'est bon, c'est-à-dire ils sont sur le marché, ils ont un endroit, ils sont devant une école, je sais plus quelle école, et en gros, moi, j'ai déjà mangé, du Kala et en gros, c'est assez simple. C'est une machine, où des pâtes sont versées dans un récipient. Le récipient est plongé dans l'eau automatiquement. Les pâtes sont cuites, ça se relève. Les pâtes sont versées dans un récipient et en carton et après il y a un tuyau en fonction de la sauce qui injecte la sauce dessus. Hem, donc eux, Allez. ils ont levé, j'avais testé leur robot dans les cuisines de The Family, tout en bas, c'était assez drôle et les pâtes étaient bonnes, ceci dit. Enfin après les pâtes étaient bonnes, il faut que la sauce soit bien faite et la sauce est préparée par quelqu'un, en fait. Donc ils recrutent même des chefs qui préparent les sauces et après, ils remplissent, les tuyaux quoi, les bidons de sauce, Ouais, quoi. les sauts. Ouais, OK. Hem Et c'est super complexe comme business. C'est un business complexe parce qu'il y a plusieurs éléments. En fait, c'est un business d'immobilier. En fait, tu gagnes de l'argent surtout sur l'immobilier, parce que tu as plus besoin de salle, c'est juste un robot qui fait ça à ta place. C'est comme les dark kitchen, en gros. Hem, heu, Donc il faut reformuler ce que tu viens de dire, en gros, un restaurant, si tu regardes à Paris ou un café, si tu regardes à San Francisco, ça te coûte au mètre carré peut-être des dizaines de milliers d'euros par an. ouais, Et littéralement, du ouais. coup, tu te dis que si tu enlèves la cuisine et que tu enlèves tout, c'est un peu le même business que Subway ou comme McDonald's à l'époque. Si tu arrives à organiser une cuisine différemment, en l'automatisant totalement, et ben, c'est de la marge brute que tu dégages, en C'est fait, ça. sur En ton gros sur en ton gros, business le à la le fin de l'année. le plus gros problème des business de restauration, dans les grandes villes, c'est l'immobilier. C'est le prix du mètre carré. Parce que ça coûte super cher Et la d'avoir main-d'œuvre des mètres aussi et carrés. c'est typiquement les 2 trucs que le robot, Ouais, ouais, a ouais, gros ouais, la mais main l'immobilier, c'est vraiment le truc, ça te roule le cul, quoi. Enfin, quand tu vois le prix de l'immobilier dans les grandes métropoles, tu vois la main-d'œuvre, enfin, un cuistot dans un restaurant, full matin, midi, soir dans Paris, c'est presque le SMIC, hein. Enfin, tu vois, je crois pas. mais je parle dans les brasseries, enfin, on n'a pas de brasserie, comment ils ont en France? Ils appellent ça comment? Dans le Dans les bistrot? ré Ouais, dans les bistrots, quoi. D'ailleurs, tu le vois, quoi, les cuistots, très souvent, en plus, c'est des perso c'est même rarement des Français. Enfin, oui, Ouais, c'est je sais payé, pas comment ça c'est au fonctionne, mais je sais lance-pierre bien que la main-d'œuvre, c'est une denrée rare, dans tous les business, d'hospitalité. mais surtout pour prendre l'histoire du robot, donc ouais, c'est de l'immobilier. Alors oui, il y a de la main-d'œuvre, mais c'est pas le plus gros, le plus gros cost-cutting, c'est surtout l'immobilier en tout cas pour les robots, pour les restaurants robots et hem et après, c'est une question de distribution, quoi. C'est comment tu fais pour avoir assez de volume que pour être rentable et après comment tu fais pour scaler? Parce que ton robot, il est quand même limité. C'est-à-dire que ton robot j'avais fait les calculs j'avais fait un petit mémo,
en fait, j'avais fait une mini formation, VC analyst il y a quelques années pour, pour le fun et en gros, je devais appliquer une analyse qu'aurait fait un VC analyst sur un business de robots de création de pâtes de la part d'un robot, donc de un Kala-like et en gros, ouais, c'est que comment tu fais pour scaler? Parce qu'en gros, un robot, c'est cool, mais tu restes quand même capé à un moment donné. C'est un business où tu restes capé, donc en fait, il faut que tu arrives à scaler ton business de robot, à répliquer le modèle et à arriver à ouvrir plusieurs boutiques qui font enfin, plusieurs restaurants qui sont owned par des robots. Et en fait, au niveau du branding, comment tu fais? Comment tu fais pour que les gens Oui, soient non, là, pour que tu aies des commandes, que tu sois full time, on est d'accord. Après, Get c'est Café ça peut-être. X, peut-être que pour les pâtes, et cetera, c'est encore plus compliqué, c'est peut-être un degré au-dessus, mais Café X, en tout cas, c'est un truc qui est super bien Ce qui est cool, brandé. c'est qu'ils te disent, si tu as autant d'ordres par jour, tu fais et autant de jours par mois, tu fais autant de CA. Ça, c'est plutôt cool, le petit calculateur. En mode, ils te disent, Ouais, et tu sais que c'est une app, hein, donc ils ont juste intégré une app sur le site web, il est mis tout en dessous, Calconic, ça s'appelle. OK, OK, OK. Donc C'est plutôt pas c'est mal. vraiment à l'arrache, quoi. C'est plutôt pas mal. Après, est-ce que j'achèterais un Café X? Je sais pas, Bien tu sûr vois? que si. Mais il y a bien C'est des gens qui investissent dans les laveries, gros. Tu vas me faire croire qu'il y a pas des gens qui vont investir dans des Café X et qui vont mettre un Café X au coin ouais, d'une mais rue à Paris. je me dis, une laverie, ça doit être plus complexe, ça doit être plus simple qu'un truc de café, tu vois? Tu m'as dit 300 orders, il faut refil 400 orders. Ouais, mais mec, 400 orders dans un allez, tu mets un café X, enfin, il faut que ça se refile vite, 400 orders, ça va très vite, tu vois? Enfin, je sais Ouais, pas, je sais j'imagine pas. que dans les heures tu dois le refiler 2 à 4, 5 fois par jour en fonction de où tu te trouves à Paris, mais pas beaucoup plus, hein. Par contre, faut juste voir les unit economics. Donc là, tu as le monthly sales, annual sales, si je fais 300 cups. En fait, il faut arriver à estimer, tu vois, par exemple, le café X, je pense dans un aéroport, ça peut être assez ouf. C'est là-dessus qu'ils Euh, se brandent vraiment, hein, du coup. Si tu c'est regardes les les aéroports? 2 locations qu'ils ont en leur nom à eux, Ouais. c'est les 2 aéroports à San Francisco et un à San Francisco et un San José. Ok, ok, Donc ok. voilà. Ok. Et Mais comment tu fais pour recréer l'expérience? Ouais. Ouais, je sais pas. Ok, ok, ok. Mais moi, j'ai moi je trouve toujours ça eu du mal avec intéressant. les. Non, non, Ouais. mais c'est super intéressant et je pense qu'il y a moyen de. Et je pense aussi où il y a des villes, tu vois, San Francisco, l'adoption, elle me paraît obvious, tu vois. Ouais. Ici, dans Paris, je te mets un café X. Le Parisien moyen préfère aller chez Starbucks parce qu'on met son prénom sur son gobelet, quoi. Enfin, tu vois, Si c'est je juste pense que ça, on peut. l'expérience quand même. Moi, j'adore l'expérience. Le café de Starbucks, c'est dégueulasse, mais j'adore l'expérience Starbucks. Mais quand tu vas chez Starbucks, c'est pour une expérience. C'est pas pour le café que tu y vas. Et il y a énormément d'endroits où c'est pour l'expérience que tu y vas, pas pour le produit, tu vois. Et moi, c'est là, en fait, c'est le point où je doute énormément sur les robots qui font de la bouffe. Elle est où l'expérience, en fait? Et c'est là, en fait, le point. Pour moi, la restauration, c'est de l'expérience, c'est pas un produit. Alors, tu as la restauration idéale, c'est un bon produit avec une bonne expérience. Mais dans la restauration middle gamme, en gros, celle qu'on consomme toujours, enfin, nous, les communs des mortels, j'ai envie de dire, je connais des gens qui tous les jours sont au gastro. Mais tu vois, quand tu es le Parisien moyen qui va au resto le soir, enfin au resto, qui va au bistrot le soir avec des amis, il y va pour l'expérience, pas pour la qualité de la bouffe. Enfin, en tout cas, c'est une hypothèse que moi j'ai dans ma tête, hein. Peut-être que je suis totalement à côté de la plaque, mais c'est ce que moi je vois, tu vois. C'est qu'en fait, tu arrives à avoir une gamme middle standard dans la qualité des produits des restaurants qui est atteignable par tout le monde. Par contre, comment tu fais pour avoir une expérience qui est différente des autres? Et je trouve qu'avec les robots qui font de la bouffe, il n'y a juste aucune expérience, en fait. Tu vois? Bah, du coup, l'expérience dont tu parles, elle se passe juste en salle. Mais oui, c'est là le point. C'est là le point, en Mais fait. oui, mais du coup, Tu vois? si tu fais une salle avec un robot en cuisine, tu vois, si on réfléchit dans l'absolu, tu pourrais très bien faire ça. Tu vois, on peut faire un exercice de pensée, en gros, et tu te dis, OK, je mets un rideau devant ma salle de cuisine, et dans une salle à gauche, c'est des gens qui travaillent, dans une salle à droite, c'est Ok, la musique de gens qui travaillent avec un robot, mais tu as le même serveur qui fait le même service. ok, Tu mais vois, du coup,
Mais du coup, Donc alors, ce qui tu est pas gagnes pas, important en tant ouais. qu'owner, tu gagnes pas de l'argent sur l'immobilier, tu gagnes de l'argent sur. Bah, si, tu gagnes de l'argent sur la cuisine, mais pas sur la salle. Et le plus gros, c'est la salle, en général. Donc, Ah OK, ouais, d'accord, toi tu OK, vois ce que je veux d'accord. dire? OK. Et Oui, bah, oui, donc, donc il faut faire un choix quelque part, ouais, mais c'est oui, ça, je c'est un mais choix. Et du coup, c'est quoi l'entre-deux? C'est quoi l'entre-deux entre la bonne expérience et le gain de coût fixe? C'est quoi le mélange parfait? Et j'ai pas encore, j'ai pas vu de boîte où je me suis dit, waouh, ils ont réussi d'accord. à automatiser la création de la bouffe et en même temps, économiquement, ils ont réussi à trouver un truc incroyable qui fait qu'en fait, ils sont full H24 parce que l'expérience est incroyable. J'ai pas trouvé ça. Je sais que Kala joue beaucoup sur le branding. Ils essaient de faire un truc fun. euh, En mode, ils pimpent, tu sais, ils font des recettes un peu pimpées avec des pâtes très gourmandes. Je sais pas, je sais pas. Mais peut-être que maintenant avec le Covid, avec le fait qu'on commande beaucoup qu'on commande beaucoup, que peut-être qu'on va devoir mettre encore en stand-by là, le fait de vivre une expérience chez un restaurateur pendant encore un petit temps, peut-être que c'est le bon moment justement pour essayer de dire, bah, je mise tout sur un produit et non pas sur une expérience, mais je sais pas. Après, il y a la grande catégorie de la restauration, mais tu et de la restauration, de la et du bistrot et cetera. Mais en vrai, en dessous de ça, il y a des dizaines de catégories, tu vois? Quand tu vas au McDo ou quand tu vas chez Subway, tu vas pas là-bas pour l'expérience. Tu vas là-bas pour bouffer comme un gros animal que tu es, tu vois? Pourquoi on va chez Et McDo? C'est vrai, j'ai pas je saurais pas te dire pourquoi on va chez McDo. parce que le C'est s bon d'aller chez, c'est sale en fait, tu vois, ouais. c'est un péché, mais t'aimes bien ce péché-là, tu vois. Je sais pas, c'est bizarre. C'est un péché que tu aimes avant de le commettre et puis que tu l'aimes pas après. Mais oui, non, non, mais je pense qu'il y a des sous-catégories et il y a des sous-catégories qui pourraient être C'est automatisées. sûr. Voilà. Je pense qu'il y a moyen d'avoir. Mais tu vois, pour moi, la pizza, les pâtes, le café, c'est encore trop standard, tu vois. Et comme tu dis, il doit y avoir un truc, un sweet spot idéal dans le graphique où, genre, là, c'est parfait de le faire, tu vois. Et là, c'est vraiment. L'équation, elle est parfaite. Et j'ai pas encore vu ce truc où j'ai l'impression que l'équation, elle est parfaite. Je sais pas. We'll see, we'll see. OK. En tout cas, tu parles de café et ça me fait vraiment chier. Je peux pas commander de café dans Paris et qu'on me livre un putain de café de qualité sans payer un prix de livraison de bâtard et que Pourquoi j'ai tu un demandes café dans les pas 15 minutes. Et ah, genre, il y a pas, tu parles de grains ou du café chaud? non, non, café. En gros, là, tu vois, moi, de temps en temps, donc je me fais que du café chez moi, mais des fois, j'ai la flemme. Ce que je fais, c'est que je descends, je me sape, je descends, je vais à 500 mètres et je vais me chercher un café, je reviens. Et je me dis, putain, pourquoi j'ai pas simplement appuyé sur un bouton, on me livre un café en 10 minutes. Tu vois, on a parlé des courses en 10 minutes, ben là, je veux juste un café en 10 minutes. Alors, je comprends pourquoi ça n'existe pas. Je comprends toutes les problématiques qui vont avec. Et en fait, il y a une boîte en Chine qui fait ça. Il y a une boîte en Chine qui fait du café en 10 minutes devant ta porte. Du café Ah, donc chaud le en 10 mec minutes devant vient, ta porte. il fait le truc Non, devant non, non, chez non. toi et puis En gros, si j'ai bien compris, il faudrait que je te la retrouve parce que là, c'est un peu un pro là, ce sujet-là. Mais en gros, ils ont mis des petits, des petits cafés-bars mobiles un peu partout dans la ville. C'est une grosse métropole en Chine, un peu partout dans la ville, et avec des livreurs. Et en gros, ils ont réussi à faire en sorte. C'est encore une question de unit economics, hein. C'est comment tu fais pour un café, donc où en gros, même si la marge est grande, le montant est faible. Comment tu fais pour être rentable là-dessus, quoi. Super dur, quoi. C'est le même sujet que les courses. Et et donc eux, ils ont ils ont fait réussi, et comment? du coup, je sais pas, je sais pas. J'ai juste vu OK. qu'il existait ça. C'était une boîte qui était en forte croissance en Chine. Il faudrait que je la retrouve. Faudrait que je te retrouve ça. Je sais pas C'est combien pas ils le ont fait. fameux stock, de concurrent de Starbucks par hasard? C'est comment encore ça? Ça avait fait C'est les les Lucky Day. ah, Non, pas le Lucky Day, pardon. Lucky Coffee. Lucky Coffee. C'était Lucky Coffee, ouais, qui quelle avait fait grosse faillite. arnaque. Enfin, pas faillite, mais ils ont été Ouais. délistés, et je crois, ouais. Ouais, ok, ok, ok. On enchaîne sur le reste? Ouais, C'est à ton tour? ça fait déjà 50 minutes, je pense, non? Je t'en fais une toute dernière. Ça, c'est quick truc que j'ai trouvé. J'avais une petite idée là-dessus, un peu weird. J'avais envie d'en parler. Euh,
j'ai découvert il y a quelques mois quelqu'un, sur un forum, sur un groupe Facebook, quelqu'un qui disait: «Est-ce que je suis le seul à faire ça?» C'est une meuf qui dit: «Est-ce que je suis la seule à faire ça? Mais je suis addict à bouffer des glaçons d'eau». Tu sais, les glaçons que tu pourrais mettre dans ton verre. Là, j'ai un verre, là, j'ai des glaçons dedans. En gros, la personne faisait des grands bols de glaçons et bouffait des glaçons. Et, et après, dans les commentaires, j'avais lu les commentaires, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie?» Et genre, les gens fait: «Oui, putain, moi aussi, je fais ça, je bouffe des tonnes de glaçons tous les jours et tout». Puis il y avait quelqu'un qui disait: «En fait, c'est une maladie, enfin, pas une maladie, mais genre, c'est un trouble, les gens qui bouffent des glaçons à tout va». Ensuite, je suis tombé sur un Reddit, où, en fait, des gens ne parlent que de ça. En fait, du seul fait qu'eux bouffent des glaçons à tout va, et il y a carrément des gens qui ont créé une espèce de régime, très mauvais pour la santé, où en gros, au lieu de manger des snacks, ils mangent les glaçons d'hôpital. Donc il paraîtrait qu'aux US, quand tu vas à l'hôpital et qu'il y a des glaçons, c'est des glaçons qui font très, très vite et que tu peux croquer, en fait. Tu vois? Genre, c'est pas un glaçon qui est très dur et dense. Ils sont très remplis d'air, ou je sais pas par quoi ils s'en font, mais en gros, tu peux les croquer, ils se cassent très vite et ils fondent très vite. Et du coup, il y avait sur ce Reddit, il y a des gens qui ont acheté des machines à glaçons qui répliquent les glaçons des hôpitaux et se font, au lieu de bouffer des snacks, ils font des verres de glaçons. Et en gros, c'est leur régime. C'est dès que je veux un snack, je me fais un verre de glaçons et je bouffe des glaçons, tu vois. Euh, je suis pas en couille là. Voilà. Et Non, du non, coup, je non, me dis, non, je trouve ça intéressant, mais et, où va le et du monde? coup, et où va le monde? Tu vas bouffer des glaçons. Et apparemment, il y a un Reddit où il y a des milliers de personnes qui font ça en fait. Dès qu'ils veulent perdre un peu de poids, au lieu de bouffer des snacks, bah, leur truc c'est je m'achète une machine. Et donc, ils se partagent des liens Amazon sur la meilleure machine à faire des glaçons snacks, etc. Et je me dis, putain, en fait, il y a un marché, il y a des gens qui. Et je me suis dit, tiens, est-ce que tu peux pas combiner sur l'histoire du régime? Est-ce que tu pourrais pas faire, par exemple, parce que glaçon, c'est neutre, ça n'a pas de goût, tu vois. Je me dis, est-ce que tu pourrais pas créer une liqueur healthy, que tu mettrais dans ton fabricant, enfin, dans l'appareil qui fabrique des glaçons, et en gros, ça fait des glaçons qui ont du goût, des goûts naturels sans sucre. Et du coup, est-ce que tu pourrais pas faire une brand direct to consumer, de sachets de liqueur à mettre Ah oui, OK. dans ta glaçonnière, dans ta glacière, je sais pas comment ça s'appelle, le truc qui fait des glaçons. Et, Mmh. est-ce qu'il n'y aurait pas un marché là-dessus, tu vois? Est-ce qu'il n'y aurait pas un marché sur des glaçons sans sucre, avec du goût, qui sont parfaits pour. Et alors, tu prends l'angle anti-snack, quoi. Tu prends vraiment le truc en mode, tu crées du content en mode les snacks, c'est dégueulasse, bouffez de pas avoir, bouffez des glaçons. Et en plus de ça, nous, on vous fait une liqueur qui va avec ces glaçons-là. Et, Mais il y a une boîte qui et fait ça, mais pour les tu vois, elle met des petits bouchons, particuliers là, des filtres. C'est comment ça s'appelle? j'avais vu ça, ouais. J'avais vu, je sais plus, mais en C'est gros, genre c'est une vrai. boîte, il y a une boîte la même en France qui vient de lever des dizaines de millions là, enfin, Ouais, en gros, hem c'était c'est des petits bouchons que tu mets au bout des bouteilles d'eau. Et en gros, quand tu bois, c'est un filtre avec du goût qui passe, enfin, avec une liqueur, je sais pas quoi, non sucré. Et du coup, tu as du goût, l'eau a du goût, quoi. et du coup, ça c'est Euh, aussi un abonnement, tu reçois tes petits filtres en début du je sais mois et pas, ouais, cetera. ok, ok. Et donc à mon avis, c'est la même chose, mais pour les garçons blablabla, pour les glaçons, c'est Pour ça? les glaçons, ouais. Je me dis, why not? Tu vois, comme ça, je balance ça comme as. Qui sait? Déjà, je savais pas qu'il y avait des gens qui bouffaient des glaçons. Genre, ça m'a rendu ouf, tu vois. Moi, je n'aurais pas ça en tête de bouffer des glaçons tous les jours, tu vois. Apparemment, il y a des gens qui bouffent des glaçons. Bon, ben voilà. Voilà, je voulais juste te partager ça. Moi, Et, j'ai un ça du coup, ça n'a rien à voir avec les glaçons, mais j'ai un dernier sujet si tu veux. On a le temps? On le fait? Oui, vite fait. vas-y, balance un dernier sujet, ouais. Du coup, tu as vu ou pas Nathan Lat na na pas Nathan Latka, du coup, Nathan Resnick, le fondateur de Sourcify, dont on a parlé dans un épisode précédent. On avait brièvement mentionné le fait qu'il avait lancé un hôtel qui s'appelle le Bubble Hotel. Ouais. Et en fait, il a construit tout le concept, à partir d'un voyage au Japon qu'il a fait, où il a été allé dormir dans un Bubble Hotel. Donc c'est une bulle, qui donne vue sur le ciel et dans laquelle tu dors avec un lit qui est chauffé et cetera. Bref, un truc très orienté expérience, nature et cetera. Il a vu qu'il y avait ça au Japon, il a vu qu'il y avait ça en Europe, mais il y avait pas ça bizarrement aux États-Unis.
Et du coup, grâce à sa société qui fait du sourcing, en Chine entre autres, il a réussi à sourcer des bulles, à un bon prix et il s'est décidé de lancer en fait ce qu'il appelle le Bubble Hotel. Donc c'est un hôtel de petites bulles qui met à proximité des parcs naturels aux États-Unis. Donc par exemple, à côté du Yosemite, des Grands Canyons et cetera, bref. Et du coup, il a lancé tout ce business qui est un petit peu real estate parce que du coup, il doit acheter un terrain, il doit faire construire une infrastructure commune avec un architecte. Mmh. Mais finalement, i une fois que l'infrastructure commune, par exemple avec le hall de réception et cetera, est créée, et ben, c'est juste des bulles qu'il doit venir déposer, tu vois? Donc c'est hyper simple à faire. Et il a fait un Indiegogo, qui a levé en 15 minutes 25 000 $ et qui en un mois avait levé 833 000 $. Donc l'objectif avait été atteint au bout de 15 minutes et du coup, il a complètement surpassé le truc et en fait, il a fait un espèce de tableau où tu peux, en fonction du exactement comme quand Forest, je pense, avait démarré. Donc Forest, c'est une, tiny house en Belgique qui a été lancée par un pote de Jedi. On en parlera aussi un peu plus tard dans l'épisode, je pense. Heu, du coup, son Indiegogo a super bien fonctionné et il vendait, des packs de 2-3 nuits, 4-5 nuits et cetera avec des priorités en fonction du prix que tu payais. Parce que du coup, si tu payes par exemple 1 500 $ pour avoir 5 nuits, bah, tu es first access, donc tu as priorité par rapport aux autres. Par contre, si tu payes une nuit à 299 $, pardon, et ben, à ce moment-là, tu es pas first access, mais tu peux quand même l'avoir dans l'année. Enfin bon, bref. Il a OK. fait toute une espèce Ouais, de pricing comme ça, ouais. classique, et qui a bien pris. Et il a fait une analyse l'autre jour sur Twitter où il disait finalement: «Indiegogo m'a permis, enfin les gens qui ont acheté le projet, donc qui ont donné de l'argent sur le projet sur Indiegogo, il y en a que 7 qui venaient de Indiegogo. Tout le reste vient de ma communauté à moi». Ouais. Et donc c'est incroyable, la force d'une communauté. Et pourquoi est-ce que je voulais te parler de ça? Parce que tu le sais un petit peu, moi pour le moment en tout cas, j'ai pas de bien immobilier, et je me vois pas du tout, acheter une maison. J'ai pas envie d'acheter une maison, j'ai pas envie d'acheter un appart. J'ai envie de rester encore, libre pendant quelques années, mais j'ai envie quand même d'investir, tu vois? Et d'avoir un endroit. Mon objectif en fait, c'est vraiment d'avoir un endroit en mode, il y a le Covid ou un Covid-like qui tombe dans le monde. J'ai peut-être pas envie de rester à Mexico, j'ai peut-être pas envie de rester à San Francisco, j'ai peut-être pas envie de rester à Paris. J'ai envie d'aller me mettre dans un endroit où je suis à l'abri de tout. Et j'aimerais bien trouver en fait un espèce de bon équilibre qui permet en fait de rassembler tous les critères que j'ai un petit peu, construits au fur et à mesure des années. Mmh mh. Et donc, quand j'ai vu Bubble Hotel, je me suis dit: «Putain, c'est quand même cool». Tu imagines, tu as un hôtel où tu as des tiny houses qui sont un peu perchés partout en France ou en Belgique, et tu en réserves juste une pour toi et cetera, tu vois? Donc je commençais un peu à réfléchir par rapport à ça et du coup, j'ai creusé et je suis tombé sur 2-3, enfin sur 2, un modèle de boîte qui est en train d'exploser aux États-Unis, en particulier à cause du Covid. J'en ai déjà un petit peu parlé, c'est le genre de boîte que j'adore. Je vais donner le nom des 2 boîtes que j'ai suivies, ça s'appelle Abodoo.com et Cover, c'est buildcover.com. Donc c'est des boîtes en fait qui, te permettent de créer ce qu'on appelle des ADU, donc Additional, Dwelling Units. Donc c'est des unités de vie que tu mets dans le fond de ton jardin, OK. et qui peuvent faire, 20 m², 30 m², 100 m². Hem, Pourquoi est-ce que ça explose? Parce qu'il y a plein de gens qui se sont retrouvés coincés chez eux, ou qui, ont voulu accueillir de la famille chez eux, mais qui finalement ils n'avaient plus de place. Imagine, tu as des enfants, les enfants sont partis, les enfants à cause du Covid veulent revenir chez toi, bah, tu as plus toutes les chambres pour tout le monde et ben, typiquement tu fais construire un ADU pour ce genre de cas. Hem Et du coup, eux, ils ont hacké le game parce qu'ils ont créé des préfabriqués, avec une expérience qui est 100 en ligne, où en gros, tu rentres ton zip code, ils sont directement intégrés avec toutes les datas d'urbanisme et cetera, donc ils savent te dire: «OK, tu peux construire 100 m², 200 m² en fonction de là où tu te OK. trouves» et tu choisis ton style, tu as toute une expérience et cetera. Tu choisis le revêtement intérieur, extérieur, tu veux une cuisine, tu veux une salle de bain, quel type de truc? Est-ce que tu veux plutôt un studio pour faire de la musique ou bien est-ce que tu veux plutôt, un appartement pour tes in-laws comme on dit? Et donc ils font toute cette expérience-là de A à Z et à la fin, ils te promettent qu'en 3 mois, ils ont construit ton ADU avec seulement un mois de chantier. OK. Et donc ça, c'est un truc qui est assez révolutionnaire. Un ADU, comme ils le vendent en moyenne, c'est entre 60 et 200 000 €, la fourchette, c'est entre 60 et 200 000 $, les meilleurs ADU. Et je trouve ça
extraordinaire. Alors du coup, j'ai commencé à fouiner et cetera et je me suis retrouvé sur YouTube et on voit les mecs de Cover qui font une vidéo où ils montrent un énorme entrepôt où, ils créent de A à Z tous les préfabriqués, mais vraiment en mode, ils découpent toutes les étapes du préfabriqué un peu comme un énorme Lego, en plein de petits morceaux, un peu à la IKEA d'ailleurs, tu vois? Et ensuite ils packagent tout et ils emmènent la maison chez toi, ils la construisent chez toi, mais c'est genre tu mets juste c'est juste des trucs que tu empiles les uns sur les autres, que tu Mmh. coinces, enfin que tu je sais pas Comme comment Ikea, dire quoi. en ouais, c'est Ikea, comme quoi. IKEA, Ouais. mais juste c'est pas toi qui le fais, c'est des constructeurs qui viennent et qui le font pour toi. Et en fait, ils ils sont en train de bouleverser ce marché-là des préfabriqués. Pourquoi? Parce qu'ils ont engagé des anciens de chez Tesla, ils ont engagé des anciens de chez SpaceX et cetera, pour construire toute la chaîne de construction d'une maison comme ça. Et donc tu vois les mecs qui sont là avec des machines CNC qui gravent le truc et cetera. Il y a quasiment aucune interaction à la main par les hommes et tout est sur une ligne d'approvisionnement et arrive à la fin, tu empaquetes tout et tu emmènes la maison chez les gens. Et je trouve ça super génial. Et tu vois, quand j'étais en train de regarder la vidéo, je sentais l'odeur de menuiserie dans le grand hangar, tu vois, j'étais là, putain, génial quand même, hein. Et c'est un peu, il y a énormément de software, en tout cas d'après eux, il y a énormément de software, en tout cas l'expérience par l'utilisateur est 100% axée software. Ils font en même temps comme un concierge, un peu comme Bull Atmos d'ailleurs, dont on a parlé dans un ancien épisode, puisque c'est eux qui centralisent toute l'information. Tu ne dois pas commencer à gérer un entrepreneur, et puis tu ne dois pas commencer à gérer Ouais. un C'est menuisier, in one, enfin quoi. tu vois, voilà, tout vient build pour toi et l'expérience est géniale. Et du coup, il y a plein de gens qui le font, et surtout à San Francisco, Silicon Valley. Pourquoi? Parce que le logement là-bas coûte extrêmement cher et que construire un ADU, finalement, le rapport entre l'investissement et le retour sur investissement, il est ultra généreux, tu vois? Mmh mh. Tu peux louer un truc, de 3 4 5 6 000 $ par mois, un bon ADU, tu vois? Et donc il y a un bon marché là-dessus. J'ai pas regardé s'il y avait des gens qui faisaient ça en Europe. J'imagine que oui, mais j'en connais pas en tout cas. Non, mais c'est ça, Heu, la question, c'est je pense qu'il y a plusieurs choses là-dessus. Il y a l'endroit parfait où tu as une clientèle qui est prête à payer ce prix-là pour ce genre d'endroit, pour ce genre de construction. En plus de ça, il faut que, tu aies un process, fluide. Parce qu'en gros, des gens qui placent, une petite maisonnette à la fond de ton jar au fond de ton jardin, tu en as des milliers. J'en ai vu des milliers passer. Et donc il faut que tu trouves, le spot parfait où tu sais que tu as une concentration de gens qui sont prêts à payer le prix pour ça. Il faut que tu aies un process légal admin et de vun et de construction qui soit le plus fluide possible pour le client. Et après, il faut que tu réduises au maximum tes coûts de production. Donc je peux comprendre pourquoi ils se sont dit: «On va own l'entièreté de la chaîne, pour, cut la production, diviser en 5, diviser en 10, quoi, et faire et genre le même plus de ton marge permis possible». d'urbanisme, c'est même pas toi qui le gères, quoi, c'est eux qui le gèrent directement Mmh avec mh. leur software. Et ça, Mmh mh. c'est très fort. Hem Et du coup, donc pour revenir sur le sujet de base, c'est que moi, j'aimerais bien pouvoir trouver un endroit en Belgique ou en France, un petit terrain, tu vois? Où tu peux venir déposer un truc comme ça et l'investissement, finalement, il est très vite rentabilisé. Même si tu le rentabilises pas, tu vois? C'est un endroit dans le monde où tu peux te Mmh retirer si mh. jamais il y a un blême, tu vois? Et ça, c'est un truc qui me manque aujourd'hui dans ma vie. Je sais pas si toi tu le ressens ce manque? Mais il y a quelques semaines, j'ai passé un week-end dans un chalet, en Belgique, côté Flandre. C'est un endroit qui est magnifique. Il y a une petite réserve naturelle au milieu et tout autour, il y a une espèce de forêt, et en fait, ils ont mis je Tiny te house, dirais quoi. presque des centaines de tiny house. Donc c'est des maisons et se ressemblent toutes. Donc il y a 3 modèles différents et c'est des petites maisonnettes en bois avec des énormes baies vitrées, sur sol ou un peu en hauteur. Tout est en bois à l'intérieur, pas d'électricité, que à la bougie et feu de bois. Hem Tu et quoi? On arrive à vendre ça à des gens. Ah Ça mais veut dire mec, quoi? Ça non veut mais non dire mais que le moi coût j'ai pour eux été est 0, quoi. alors le coût, Tu as il est coupé ri ton propre bois. Je me rappelle, tu m'as envoyé une vidéo où tu et il coupais fallait du il bois. fallait couper son propre bois et pour aller chauffer ton bois. Donc non, c'est clair que là, on est arrivé à un moment où genre tu es prêt, tu peux faire payer, 300 € la nuit à quelqu'un,
pour qu'il se paye les couilles, pour qu'il ait lui coupé lui-même son bois et pour que tu lui donnes pas d'électricité, quoi. Oui, oui, et c'est mais c'est parce qu'on est arrivé au moment où les gens qui sont en ville ont envie de sortir de la ville et vivre ce genre d'expérience et alors que ce genre d'expérience, pour la campagne, ou en tout cas, moi, je me rappelle quand j'étais petit et que je vivais en Sicile, c'est normal, quoi, tu vois? Ah, j'en coupais pas notre bois, tu vois? Mais il y avait des choses, je me souviens, j'allais chez des dans des maisons, chez des gens qui avaient pas d'électricité, quoi, ou qui avaient de l'électricité que dans une partie de la maison, tu vois? Donc oui, 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 oui et à l'époque, c'était un manque de confort et aujourd'hui, c'est un retour, Aux au sources. se cen aux sources, se centrer sur Ouais. soi-même et ce genre de choses. Non, c'est clair et d'ailleurs, j'ai vécu le week-end, c'était trop bien. Ça m'a vraiment, vraiment, vraiment fait du bien. J'allais de temps en Tu temps quand sur même mon sur ton tel. téléphone. Il y avait pas de wifi, pas de wifi. Alors tu as la 4G, mais tu as pas de wifi. C'est fait exprès, tu vois? Pas de wifi. Donc j'ai été un peu sur mon tel, mais la vérité, c'est que j'ai pris du temps pour lire un peu. Putain, c'est tellement rare et tu vois, je regardais l'extérieur, je passais du temps à penser à des choses ça m'a vraiment fait du bien, tu vois, ce truc. Hem et donc l'idée d'une tiny house, je pense qu'un jour on fera une tiny house. Je pense qu'un jour on fera une petite maison en bois, Mais moi, heu je me vois tellement, genre, dire: «OK, voilà, il y a un terrain de 20 000 carrés là». Bah, le problème, c'est une fois de plus la réglementation, mais faisons abstraction 2 secondes de la réglementation communale d'urbanisme et cetera. Tu oublies ça 2 secondes. Moi, je me vois tellement, mettre 20, 30, 40, 50 000 € sur la table et dire: «OK, on met tous pareil». Il y a 4, 5 tiny house, mais vraiment classe, tu vois? Avec du goût et cetera, qui sont construites ouais, avec chacune, 500 mètres d'écart entre chaque, tu vois? Ou même 1 kilomètre, on s'en fout. Et le reste, tu vois, on se retrouve de temps en temps là-bas, on se retrouve pas, on sait pas, mais en tout cas, c'est un endroit où on peut rentrer. ouais Ça, c'est un truc et qui je me pense ouais, manque de ouf mais énormément je dans pense ma que vie. comme tu dis là, le coût, c'est le terrain, c'est pas la maison, quoi. C'est pas ta baraque en bois, j'avais regardé parce que du coup, j'étais tiny house et du coup, j'avais regardé c'était quoi le prix d'une tiny house du même style, de la même taille et pour 40 000 balles, tu as une tiny house toute faite. Donc c'est pas ça qui coûte cher. Ce qui coûte cher, c'est le terrain, je pense. Surtout Mais ce si qui est tu le en loues fait, ou le si le tu le le l'achètes. terrain, il coûte pas cher, hein. Le problème, c'est que si est-ce que tu peux construire ce genre de tiny house sur des terrains qui sont, non bâtissables? Ouais, je sais pas, je m'y connais pas. Donc faudrait y creuser le sujet. Il faudrait Je que m'y tu connais m'envoies le pas nom de la trop. boîte, je Ouais verrai un petit peu si peut-être qu'il y a moyen de contacter le et type là-bas. honnêtement, tu tapes, création tiny house, Belgique, c'est ça que j'avais fait. Tu as 10 boîtes qui sortent, hein et Oui, c'est oui, à la oui. mode, quoi. Tu as plein de boîtes comme ça qui se disent: «On te crée ta petite maison, à la IKEA, en bois, on vient te la construire», quoi. Le problème, c'est est-ce que tu peux la construire? Et après, comme tu dis, je connais Greg, qui lui a fait ça. Il a même fait une chaîne YouTube, enfin pas sur ça, mais sur son expérience, post ça et ça son il loue sa tiny house, 220 € par jour, il me semble et elle est bookée, toute l'année. Un an en avance. Donc là, tout 2021 était booké. Donc je pense que oui, en plus ça peut être juteux si tu fais bien ça. Donc donc oui, oui, je pense que oui. Tu sais ce qu'il faut faire là? Il faut faire un petit x10 sur la crypto et et puis on achète, une tiny house ou plusieurs tiny house et peut-être qu'il y a des gens sur la communauté de FarmSpot qui sont chauds pour faire des tiny house, quoi. Ça se met, vous avez un bon plan, ça se met, je sais pas, dites-nous, qui c'est? Mais j'avoue qu'une petite tiny house en Belgique ou en France, là, ça ferait plaisir, quoi. J'en veux pas une, moi, enfin, je veux Ouais, ouais, avoir un ma lot, tiny house, à moi, tu ouais, vois? à moi, carrément. Non, mais moi, j'ai envie d'en avoir une que je loue et en fait, je rentabilise et puis, si je veux, je peux y aller quand je veux, quoi. C'est Exact, ça. exact, et je suis sûr que tu peux avoir, c'est encore en termes de, tu vois, si tu reprends tout le langage, bien relou des gens qui vendent des formations, d'immobilier patati patata, c'est un je pense que c'était en termes d'immeubles de rapport, c'est hyper juteux. Parce que le coût de construction est très faible, la demande est haute, et le Ouais, taux de remplissage, à mon avis, en termes de location, il est du coup en accord et il est haut aussi. ouais. Ça se Hem, met, tu peux avoir des crédits, à 110 sans apport, hein mmh, et tu peux t'amuser, je sais pas, à voir, à creuser, à creuser, à creuser. OK, OK, OK. Bon, ben, j'ai pas d'autres sujets. On s'arrête là? OK, on s'arrête là.
J'ai Sauf si tu fait as encore un c'était truc à dire, hein, dis-moi, hein, c'est parce que non, je te non, vois. attends, je regarde là, j'ai mon sheet devant moi, mais j'ai l'impression qu'on a parlé de pas mal de choses là. Ouais, on a digressé beaucoup au début, on a dit plein de choses. Je pense que l'épisode 13, pour moi, il est dans la boîte là. Tu lis quoi en ce moment? Je lis rien du tout, moi. Pendant, Tu pendant m'as que dit que tu j'étais avais dans le lu, dans ton week-end, Ouais, ouais, c'était quoi? non, je lisais Tool of Titans de Tim Ferriss. Et Ah, en fait, c'est que des petites histoires. Et en tu l'avais gros, je prends tu des l'avais déjà histoires. lu, non? Non, pas en entier, parce qu'en fait, c'est que des petites histoires. Donc, en fait, je prends les histoires qui m'intéressent. Donc, j'ai pas lu encore toutes les histoires, parce qu'il est quand même épais. OK. Et il y a plein d'histoires de plein de personnes. Et il y a juste des gens où j'ai pas envie de lire leurs histoires. Et puis, il y a d'autres gens auxquels j'ai envie de lire leurs histoires. Et donc, comme ça, en fait, de temps en temps, je me prends 10 histoires de 10 personnes et je les lis. Et, euh, et voilà. Donc, c'est très bizarre, ça, comme livre. Enfin, c'est pas un livre que tu lis du début jusqu'à la fin. C'est vraiment, tu pioches une histoire, tu lis une histoire de 2 pages, tu fermes. Et voilà. Et toi, tu lis quoi là? Moi, je pense que je suis en train de faire le grand écart, mais tu vois, avec tous les membres de mon corps entre des livres différents. Et là, hier, j'ai commencé Histoire de la philosophie occidentale de Bertrand Russell. Et contrairement à ce que je voyais ce livre qui était sur mon bureau et je me disais, il m'attire, tu vois, je le regardais. Je n'osais pas l'ouvrir parce que j'avais peur d'être dégoûté. Et finalement, je l'ai ouvert. Là, j'ai lu toute l'intro et ça se lit tout seul. C'est incroyable. C'est la première fois que j'ai cette expérience-là avec un livre de philosophie. En D'habitude, les français? livres de philo... Ouais, il est en français. Ok. D'habitude, les livres de philosophie que je lis, c'est des livres où, C'est dense et pour bien c'est. faire, tu dois Ouais. relire 3 fois la phrase, 2 fois Ouais. la phrase, puis finalement, tu te rends compte que tu as oublié vraiment le sujet. Là, en tout cas, dans l'intro, le mec, il est parfait. En fait, c'est l'histoire de la philosophie, du coup, il fait une partie histoire, puis une partie philo, et à chaque fois, tu vois, tu comprends le lien. Et d'ailleurs, c'est un des trucs les plus importants dont je me rends compte de plus en plus, c'est de savoir expliquer. Non, enfin, tu vois, par exemple, quand on me demande comment tu sais prouver que la Terre n'est pas plate. Tu vois, la plupart des gens ne savent pas expliquer. Et tu vois, et pourtant, il y a une expérience dans l'histoire de la science Qui qui l'a a été prouvé, menée quoi. par Eratosthène, je pense, et qui montre en fait comment on est arrivé à cette conclusion-là, tu vois. Mhm, mhm. Et Étienne Klein, qu'on suit tous les deux, qu'on trouve marrant tous les deux, eh ben, il en parle dans toutes ses interventions, il en parle, Ouais, c'est c'est. est-ce que vous savez expliquer pourquoi est-ce qu'on sait ça, tu C'est vois? ça, c'est ça, parce que pour lui, c'est un des plus gros problèmes, parce que François et moi, on n'est pas du tout complotistes. Au contraire, on combat ça un peu à notre façon. Mais il y a des choses très basiques comme le sujet de la Terre est plate. Ok, oui, on sait que la Terre est pas plate, c'est prouvé, c'est pas un problème. Mais comment Monsieur, Madame, tout le monde peut te prouver par A plus B que la Terre est pas plate, sans sortir Google, sans sortir une équation, sans rien du tout. Comment, par des expériences simples, tu peux prouver à quelqu'un que la Terre est pas plate? Et tu sais, tu peux jouer avec les ombres des arbres. Il y a moyen de faire plein de choses pour expliquer à quelqu'un qu'en fait la Terre est pas plate, simplement, tu vois. Et donc c'est là qu'Étienne Classe souvent on répète ça, c'est la population d'être un peu plus éduquée sur comment expliquer des choses simples aux gens en fait, sans aller dans la complexité. Et Mais ouais, mais au-delà de ça, je pense que nous, toi, là, je me rends compte de plus en plus, les gens que j'admire le plus dans ce monde, c'est des gens qui ont pris le temps de réfléchir à des sujets qui sont quand même profonds et qui sont quand même bien complexes, tu vois. Et ça, c'est un truc qui me manque aujourd'hui. J'arrive à raisonner sur des trucs complexes relativement bien, tu vois, mais je connais pas l'histoire, je connais pas le fil qui a conduit jusqu'à cette réalité, jusqu'à cette Mhm. conclusion, tu vois. Ça, c'est un truc qui me manque et ça m'énerve. Quand je débat avec des gens et que je me rends compte en fait que s'ils me posent la question suivante qui est logique et que j'arrive à me poser moi-même, si jamais il me la pose cette question-là et que j'arrive pas à y répondre, eh ben, je suis coincé, tu vois. Et ça, je veux plus que ça arrive. Et du coup, je suis en train de creuser Ok. ça à mort en ce moment. Donc voilà. Ok, ok, ok. Bon, ben continuons là-dessus. 13e épisode dans la boîte. Et Mais le plus important, c'est quand même la crypto, on est d'accord, hein. ouais, évidemment, c'est de faire des fois 10 et des fois 20. Nous, on est là pour l'argent, c'est tout, hein. On Bon, parlera allez. de tout ça après. Bon, allez, on se dit Ciao, quoi à la ciao, mec. prochaine? Ouais, ciao. Ouais, à la prochaine. Ciao, ciao, mec. Ciao.